Okay, hello everyone, and welcome to Community Bookstore's virtual event series. My name is Stephanie Valdez, and I'm the co-owner of the bookstore. Tonight, we've partnered with our friends at Archipelago and Adelphi University's MFA program. Scholastique Mukasonga joins us to present her new story collection, Igifu, in conversation with Martha Cooley. Ellen Sochek will be our interpreter this evening. While the pandemic has taken a toll on every facet of our lives, virtual programs like the one you're about to see have become a bright spot for the book world. Thank you to Scholastique, Martha, Ellen, and all of you for your time and attention this evening. I'll also say that Scholastique is joining us from France, where it's quite late this evening, so special thanks to her, and we will try to keep things short. Now for some housekeeping. You should be able to see and hear our presenters, but they cannot see or hear you. If you have a question, please click on the Q&A button at the bottom of the screen to submit it, right down here. We'll try to get through as many questions as we can at the end of the program. You'll also find a chat button at the bottom where I'll be posting links to tonight's book, as well as a donations link to support our programming. A caveat for tonight's event, we're all at the mercy of our internet connection, so please bear with us for any technical issues that might arise. Let me introduce tonight's presenters and we'll get started. Born in Rwanda in 1956, Scholastique Mukasonga experienced from childhood the violence and humiliation of the ethnic conflicts that shook her country. In the aftermath of the brutal genocide of the Tutsi, Mukasonga learned that 37 of her family members had been massacred. Her first novel, Our Lady of the Nile, was adapted into a film by Atiq Rahimi in 2019. The New York Times named her memoir, Cockroaches, one of the 50 best memoirs of the past 50 years. In 2019, The Barefoot Woman was a finalist for the National Book Award for Translation. Martha Cooley is the author of the national bestseller, The Archivist, 33 Swoons, and Guesswork, A Reckoning with Loss. The Archivist was a New York Times notable book and a new and noteworthy paperback. Cooley is currently a contributing editor at A Public Space. Her co-translations of Italian fiction and poetry include Antonio Tabucchi's story collection, Time, Ages, in a Hurry. A professor and now, I believe, the director of the MFA program at Adelphi University, Cooley divides her time between Queens, New York, and Italy. Ellen Sochek is a French-English translator and interpreter with extensive experience interpreting for a wide variety of French and Francophone creative artists, performers, and writers. She's interpreted for the French Ministry of Foreign Affairs, the French Cultural Service, La Maison Française, Columbia University, FIT, FIAF, Lincoln Center, BAM, MoMA, and numerous festivals, including the Festival Albertine. This is her third time interpreting for an event for Community Bookstore, and we're very grateful for her services. And now I will turn it over to our guests. Can't mute you, unmute you. So sorry, let me start again. Bonsoir and welcome. Thank you so much to Stephanie. Thank you so much to the Community Bookstore. We're so happy to have you in our lives. You're just such a great shop. Bonsoir, Scholastique and Ellen. I'm delighted to be here. I thank you on behalf of Adelphi's MFA program and of course on behalf of Archipelago, which has brought Scholastique's wonderful new book and all of her other books into being in English. And for that and for the Archipelago team, we're forever grateful as well. So I want to plunge right in and just say a few things before we start about Scholastique's work. Ellen, do you want to translate what I've just said? Thanks. D'abord, je voudrais remercier tous qui sont ici ce soir et surtout Scholastique qui est venu, entre guillemets, de très loin et très tard. Avant de commencer, je vais parler un peu de vos œuvres avant de commencer à parler de ce livre, Igifu. Okay. At the center of your previous work, Scholastique, as well as of this new book, is the genocide in Rwanda, an appalling atrocity perpetrated upon Tutsis by their Hutu compatriots.
Au centre de vos précédents ouvrages, ainsi que dans ce nouveau livre, vous avez mis au centre de vos œuvres ce génocide qui est passé à Rwanda. C'était une atrocité épouvantable qui était perpétrée par les Tutsis sur leurs compatriotes, les Hutus. Stop. Excuse-moi. Si. Il y a une erreur qui ne passerait pas. Ce ne sont pas des Tutsis qui tuaient les autres, ce sont les Tutsis qui étaient tués. Oh mon Dieu! No, it's a total error. It was my reversal. Absolutely. I'm so terribly sorry. I should have got that for you. I'm so terribly sorry that it got translated the wrong way. Of course, you're absolutely right. That is precisely what I meant. I'm so terribly sorry that it got expressed wrongly. And if I can continue, you've confronted this genocide in several ways in your memoir, Cockroaches, where you write about Tutsi families' forced displacement and internal exile to Nyamata and then Gitagata, where your family was murdered. Ellen? Vous avez traité ce sujet du génocide dans votre mémoire intitulé Cafard, dont vous avez parlé de cet déplacement forcé de votre famille, une sorte d'exil interne à Rwanda. And then after that, you published The Barefoot Woman, an intimate and loving praise song to your mother, which celebrated her, but also the Tutsi people and their grace under psychic and physical threats unfathomable to most of us. Et après ça, vous avez écrit et publié La femme aux pieds nus, qui était vraiment une chante de louange très affectueux et intime à votre mère, et aussi sur les peuples Tutsis qui avaient ce grâce et sous toutes ces menaces physiques et psychiques. And then came a novel, Our Lady of the Nile, a portrait of a high school in which the tensions between Tutsi and Hutu students build relentlessly towards slaughter. Et après ça, vous avez publié un roman qui s'appelle Notre-Dame du Nil, Our Lady of the Nile, qui est un portrait d'un lycée avec des étudiants Tutsi et Hutu, et la tension entre ces deux groupes d'étudiants qui s'accumulent pendant le roman. And now you've written a collection of 5 stories dealing, as did the books preceding it, with your own and your nation's recent history and its burdens. Et maintenant, avec ce livre, Igifu, vous avez écrit un recueil de 5 histoires qui traitent, comme les 3 livres précédents, votre propre histoire récente et celle de votre nation, Rwanda, et tous ses fardeaux. So this is a remarkable record of personal and national loss. C'est vraiment un record très, très fort de perte. And now let's talk about the opening story in Igifu, the title story, which addresses the reader directly, as if the reader too were a Tutsi woman, thinking back upon the chronic hunger she endured as a child. D'abord, je voudrais parler de première histoire, Igifu, l'histoire qui ouvre cette recueil et qui s'adresse directement au lecteur, comme si le lecteur même était une femme rwandaise qui a vécu cette expérience. And that direct address like that to the reader is a wonderfully intimate way of bringing the reader into the sort of imaginative force field of the whole book. Et cette manière de s'adresser directement au lecteur est une façon d'entraîner le lecteur dans l'histoire. If, Scholastique, you could read just the opening sentence of the book to give us the sound of the French, to give us your music in our ears. Est-ce que vous pouvez lire juste la première phrase du commencement de ce livre
pour avoir le son de votre voix Et votre musique. et votre musique. Puisque comme moi, parce que tu étais Tutsi, tu as été déplacé à Nyamata, tu as connu toi aussi cet ennemi implacable qui gitait au plus profond de nous-mêmes, son maître impitoyable auquel nous devions payer un tribut que dans notre pauvreté, nous étions incapables d'acquitter. Ce bourreau irascible qui tenaillait sans répit nos ventres et brouillait notre vue, tu l'as reconnu. C'est l'Igifu, la faim, que nous avions reçu à notre naissance comme un mauvais ange gardien. That's beautiful. Thank you so much. And I think everyone listening can hear in the rhythms of this that we are in the hands of a master writer. Ellen? Je pense que par le moyen de votre voix, on peut vraiment sentir que vous êtes vraiment une maîtresse, un maître, pas une maîtresse, un maître de ces émotions et de ces sentiments. I'm going to share with the audience in English now, just the opening section, very brief of the book, to let the reader in English hear how this has, how the translator has managed to capture that music very nicely. Maintenant, je vais lire le même texte en anglais et comme ça, le public peut vraiment avoir la voix du traducteur et comment il a fait cette traduction de vos paroles. You were a displaced little girl like me, sent off to Nyamata for being a Tutsi. So you knew, just as I did, how the implacable enemy who lived deep inside us, the merciless overlord forever demanding a tribute we couldn't hope to scrape up, the implacable tormentor relentlessly gnawing at our bellies and dimming our eyes. You know who I'm talking about. Igifu, hunger, given to us at birth like a cruel guardian angel. Igifu woke you up long before the chattering birds announced the first light of dawn. He stretched out the blazing afternoon hours. He stayed at your side on the mat to bedevil your sleep. He was the heartless magician who conjured up lying mirages, the sight of a heap of steaming beans or a beautiful white ball of manioc paste, the glorious smell of the sauce on a huge dish of bananas, the sound of roast corn crackling over a charcoal fire, and then just when you were about to reach out for that mouth-watering food, it would all dissolve like the mist on the swamp, and then you heard Igifu cackling deep in your stomach. Our parents, or rather our grandparents, knew how to keep Igifu quiet. Not that they were gluttons. For a Rwandan, there's no greater sin. No, our parents had no fear of hunger because they had milk to feed Igifu, and Igifu lapped it up in delight and kept still, sated by all the cows of Rwanda. But our cows had been killed, and we'd been abandoned on the sterile soil of the Bugesera, Igifu's kingdom. And in my case, Igifu led me to the gates of death. I don't hate him for that. In fact, I'm sorry those gates didn't open. Sorry I was pulled away from death's doorstep. The gates of death are so beautiful, all those lights. So you can hear in that the remarkable control that the author has over this narrative. Dans ce passage, c'est possible de voir la maîtrise de l'auteur sur ces paroles, sur cette histoire. Now, the story ends with a return to those lights and that lure of death, with one quick reference to machetes. The narrator yanks the reader into the nightmare context, the massacre of hunger-depleted and terrified Tutsis. L'histoire se termine par un retour à ces lumières et l'attrait de la mort. Et avec cette référence
fait très rapidement aux machettes. Le narrateur entraîne le lecteur dans son contexte cauchemardesque, le massacre des Tutsis affamés et terrifiés. So can you say something, Scholastique, about why you decided that the next story in the collection, The Glorious Cow, should also be narrated from the perspective of a person looking back on his, in this case it's a he, on his family's experience of internal exile? Alors, pouvez-vous nous dire pourquoi avez-vous décidé que la prochaine histoire, La Vache Glorieuse, The Glorious Cow, should also be told from the... pardon, devrait également être raconté au point de vue d'une personne qui se penche sur l'expérience de l'exil intérieur de sa famille. Alors, j'ai raté sûrement le centre de la question. Je n'ai pas... Est-ce que vous pourriez me répéter la question parce que je n'ai pas... C'est la gloire de la vache, j'ai compris. Alors, la question est de savoir... Pourquoi avez-vous choisi pour la prochaine histoire, après le Igifu, d'avoir une histoire qui est aussi racontée par quelqu'un qui reflète sur le passé? Oui. Oui. Il est vrai que les nouvelles, les 5 nouvelles, ça s'est organisé, je dirais, naturellement en fonction de ce qui me semblait important à dire rapidement. Parce que dans ces 3 premiers livres, j'avais toujours peur qu'à un moment donné, je ne pourrais pas, j'avais avoir un blocage, que je ne pourrais pas continuer à écrire. Comme si j'étais... j'avais toujours, depuis que j'ai appris l'assassinat de ma famille et que j'étais la seule survivante de ma famille, j'ai toujours vécu dans l'angoisse de devenir folle. Beaucoup sont devenus folles, et d'autant que j'étais seule. Et surtout, de voir ma mémoire s'effacer. Et la gloire de la vache, c'est comme l'Igifu, c'est entièrement autobiographique. Autant le malheur d'être très belle, il y a une grande part de fiction, même si ça part sur l'autobiographie. Le deuil aussi, il y a une grande partie d'autobiographie, mais elle est romancée quand même. Mais la gloire de la vache, il fallait que je me rappelle ce qui s'est passé à Nyamata dans cette nostalgie de la vache. On nous avait jeté, moi je n'ai pas connu la période, je fais partie de la génération qui n'a pas connu le temps de la gloire de la vache. Nous n'avions pas de vache. Quand on nous a jeté à Nyamata en 1960, j'avais 3-4 ans, donc je n'ai pas connu les vaches. Je n'ai pas eu cette chance où ma mère allait venir avec son petit poêlé, avec mon petit poêlé, me tendre le petit poêlé et me dire comme une bénédiction de tous les matins qu'on me faisait dans le Rwanda ancien où on nous avait chassés, où une mère disait à son enfant, je te donne le lait, que tu aies le lait toujours. Je n'ai pas pu, ma mère n'a pas pu me dire ça. Ce que je dis dans la vache, dans la gloire de la vache, c'est ce que j'ai écouté. C'est vraiment toujours, je puise dans la malle au conte de ma mère. C'est ce que j'ai écouté comme un conte sans cesse répété, lors à la veillée, et que de la bouche de ma mère, donc des vaches fantômes de mon père, et de la nostalgie du lait de ma mère. Donc, c'est des choses que j'ai vraiment écoutées directement de la bouche de ma mère. Et c'est pour cela qu'après l'Igifu, qui était une expérience très, très douloureuse, parce que ce Colomba, c'est moi. Colomba, cette petite Colomba, c'est moi, à l'âge de 6 ans. C'est une nouvelle
Au fait, j'ai commencé par cette nouvelle parce que normalement, cette expérience de la faim, de frôler la mort par la faim, j'aurais pu mettre cette expérience dans Inyenzi. Mais c'était tellement trop personnel et trop douloureuse que je ne pouvais pas le mettre dans le premier livre. Donc, la gloire de la vache, donc c'est quelque part, parce que la vache, c'était la vie. La vache, quand j'écris ici la gloire de la vache, en fait, je suis dans le même état d'esprit que quand j'écrivais La femme aux pieds nus. Il y a beaucoup d'affection autour de cette nouvelle de la gloire de la vache. Une nostalgie d'ailleurs de Tutu Anyamata, vous savez. Et ils n'ont jamais fait le deuil de l'élevage. Je me rappelle que je crois que je l'ai écrit dans La gloire de la vache, je n'ai pas relu, j'ai dit l'écrit. Je me rappelle que quand je me suis trouvée en exil au Burundi et que j'ai pu travailler, mon premier salaire, je l'ai envoyé en totalité à mes parents parce que je savais bien que je les avais laissés dans la misère. Et la première chose que mon père a fait de mon salaire, c'était de s'acheter une vache. I think that, excuse me, I think that it was very important that this story followed the first one. And in a sense, the stories almost organize themselves. It's a natural kind of flow from the first story to the second story. And it's because these two stories are based very much on my own experience. They're very much autobiographical experiences. And when I wrote my first 3 books prior to this collection of stories, it was very hard for me to deal with these topics in this way. I felt almost as if I had a block and I wasn't able to write about it. And so in this story, I was able to take some of those elements that didn't appear before and to bring them forward. So in this story, the story about the glory of the cows, it's really a story that's very much related to my family, the stories that I heard from my mother, from the rest of the members of my family. And in a sense, it recalls a period that I myself never really experienced, which was the glorious age of the cows in Rwanda, because the cows were very, very important in Rwandan culture. And by the time we had already been into our forced exile, that we did not have them. That was not a part of my growing up culture. And so in Rwanda, it was always a tradition that that every day a mother would say, almost as a blessing to her child in the morning, she would say, "I give you some milk, may you always have milk." And at this point, this was something that my mother couldn't actually say to me because we didn't have the cows, but it was something I heard her speak of. I heard her speak about it in her own experience, her own nostalgia for the Rwanda that she knew before the exile. And so that nostalgia then became incorporated into my thinking, into my spirit. And so I felt that I really had to write about it. And it's really very much a part of me, as much as the story in Igifu, Colomba, the character in the first story, is really me. It's me at age 6, and it's me having dealt with this idea of, or this experience of famine, and really, like, you know, being on the brink of death because of famine. And so there again, it was something that I hadn't been able to deal with in my earlier work, but now I was able to do. So the progression of the second story from the first is really in that autobiographical sense. In fact, the progression altogether feels... Oh, but more importantly, what I want to tell you is that not only did I have this story, this become part of me, but later on, when I was in Burundi, when I was an adult and I was working in Burundi, with my first job, the first paycheck that I received, I sent my entire salary paycheck to my family, and my father bought a cow with it. And that act of being able to buy the cow is exactly what cannot happen in the story that, you know, follows after, when we have
we have this progression through childhood and on up through the glorious cow, where the narrator of that story retrospectively lets us know that he could not buy that cow. That was made absolutely, tragically, horrifyingly impossible for him to do because his family is killed. And we then move to the third story, where we have called Fear, where we have a narrator also as an adult and not in Rwanda, who cannot strip herself of the fear that is really her deepest emotional legacy. Can you speak about some of the varieties of fear that the narrator recalls? Because it's a story that is very rich and subtle in its portrayal of fear. When we hear that word in English, you know, we all have our own associations, but this story does a kind of vivisection of fear. Pour terminer avec la deuxième histoire, c'est quelque chose, l'histoire que vous avez racontée de votre propre vie, où vous avez envoyé votre salaire à votre père. C'est quelque chose que le narrateur dans cette histoire ne peut pas faire. Et ça, c'est quelque chose de tragique à la fin de cette histoire, que c'est ce qui était possible pour vous en vie n'était pas possible pour ce personnage. Mais dans la troisième histoire, vous commencez avec une narratrice qui est dans un autre pays, qui n'est pas seulement en exil interne, mais externe. Et cette narratrice, l'histoire s'appelle La peur. Et dans cette histoire, cette narratrice, cette personnage, elle est complètement, elle ne peut pas se dépouiller, se débarrasser de ce peur qui reste de son passé. Et elle parle de plusieurs sortes de peur. Et en anglais, quand on entend ce mot fear, peur, chaque personne a son propre idée de qu'est-ce que c'est la peur. Mais ici, il semble que vous avez vraiment fait une analyse de peur dans tous ces aspects et tous les aspects qui sont sentis par ce personnage. Est-ce que vous pouvez parler un peu de cette idée de peur et le fait que l'histoire est parfois à l'origine de ces peurs quand on reflète sur l'histoire et ça continue dans le vie? Alors, la peur aussi, la peur, il y a un tout petit peu de fiction pour une question d'embellir un peu aussi, d'élargir dans l'intérêt du lecteur. Mais la peur, ça a été absolument notre quotidien, Nyamata. La peur, tout était là. La mort rôdait tellement autour de nous que tout était sujet à la peur. On allait à l'école, sur le chemin de l'école, nous les petites filles et les petits garçons aussi, on ne pouvait pas avoir la joie de chanter en allant à l'école ou alors d'apprendre nos leçons en courant en toute tranquillité. Non, il fallait guetter. Il fallait aiguiser notre capacité à détecter le danger. Le danger, c'était quoi? C'est qu'on allait à l'école, on allait à l'école de Gitagata à Nyamata, on passait par la grande route où passaient les camions militaires et qui, dès qu'ils nous apercevaient, on n'avait pas intérêt à ce qu'ils nous aperçoivent, ils s'amusaient à nous tirer dans les pattes, à nous jeter des grenades. Donc, il y avait toujours la peur. La peur, alors, à Nyamata, puisque tout était absolument sujet à la peur, on l'a transformée en force. Parce que si on avait cédé à la peur, si on avait cédé la place à la panique, on n'allait pas résister à Nyamata, on n'allait pas survivre. Donc, c'est pour cela que quand je dis ce que je dis de ma mère qui disait, il faut apprendre à avoir peur, il faut être une mouche,
Il faut être comme un chien. Un rien tombe, il se réveille, on croit qu'il dort. Donc, il faut toujours être en alerte. Quelque part, c'est un autre... La peur, moi, elle ne me fait pas peur. Parce que la peur nous amène, c'est la peur qui nous... La vie est toujours pleine de dangers. Que ce soit le danger de persécution de Nyamata, que ce soit le danger aujourd'hui par la pandémie de Covid-19, nous avons la peur. C'est normal la peur. Seulement la peur, il faut savoir la canaliser. Pour celui qui sait bien l'utiliser, elle peut être notre force. Cette peur que nous avons aujourd'hui de coronavirus, ça nous amène justement à être vigilants et à faire de notre mieux pour nous y barrer la route. Et cette peur que nous avons, qui nous amène à respecter les gestes barrières, c'est ça, c'est cette peur qui va sûrement nous amener à vaincre ce petit malin de ce virus. I think that the whole idea of fear, of course, it's somewhat embellished, it's somewhat elaborated in the story for the benefit of the reader. But the whole idea of fear is really something that's very important because it was our daily life. It was an element in our daily life. We lived with fear every single day, and death was always among us. Whether it was among the older adults or among the children, we all felt it, we all knew it. It was always there, and it was always a presence for us in our daily lives. When we went to school, for example, when we would have to go to school, we would have to always develop a kind of sixth sense of detecting where we needed to be afraid, what we needed to be afraid of, because by detecting it, we were able to be on top of it. And for example, when we would go to school, we would go from where we lived to where the school was located, and we would pass through an area that was where a lot of military vehicles were traveling. And, the military were always, willing to cause problems for us, to get rid of some of us, to kill some of us. But we became aware of it, and we knew when to be afraid. And we used our fear as a strength. We channeled it so that it became a strength for us. And everyone was transformed in that way by transforming fear into strength. And if you think about it, it's something like, say, a fly or a dog. When you see them and they look like they're still or they look like they're asleep, they still have that one eye open, and they're always on the alert to detect, is there something I need to be afraid of? Is there some danger for me here? This is the kind of sense that we developed as we did this, because it's fear that really leads us, and it's with us in our life every day. It was with us this time when I was, a child here and going to school here, as much as it is in our lives today with the COVID-19 pandemic. If you think about it, it's by channeling our fear of this virus, what has it done? It's enabled us to respect barriers that are necessary in order for us to be able to conquer this virus that's everywhere. So this kind of fear, when it's channeled, can become a strength. I think it's precisely Scholastique's ability to make the move she just made in her answer of connecting fear of COVID to what she has learned about fear that helps us understand how subtle these stories are and how deep and rich their investigation of a particular emotion, in this case, fear, which in the story fear has sort of two main categories: everyday fear and the great fear. And those are experienced by children as two somewhat different sorts. And the children's imagination and how they manage to find, excitement in being able to eat all the food, which is, of course, not something that should be done under conditions of fear. But the children manage not to be overwhelmed by this. So the story is very rich in its capture of responses to fear.
le fait que vous avez juste fait ce lien entre COVID-19, COVID-19 et cette histoire, ça me montre vraiment la subtilité, la profondeur de vos histoires. Et que c'est vraiment quelque chose qu'on peut vraiment, vraiment comprendre. Et dans cette histoire, cette idée de deux types de peur quotidienne et la grande peur, c'est quelque chose qui est vraiment très, très important, surtout dans la manière dont les personnes réagissent, les enfants réagissent complètement différentes que les adultes. Et en fait, ils ne sont pas exactement les mêmes parce que toutes les personnes n'ont pas la même expérience avec la peur. Elena, si je peux ajouter quelque chose, Oui. contre justement par rapport à cette expérience de la peur, qui n'a pas été, qui a été, qu'on a, pour nous les survivants, ça nous a donné, ça créait une autre forme de réaction sans attendre, en fait, une forme de défense immédiate. Quand, comme tout le monde entier s'est réveillé et que tout le monde a constaté que le coronavirus était à nos portes. Au Rwanda, ils ont réagi immédiatement, comme si c'était à nouveau le génocide qui frappait à la porte. Et ils ont eu peur, comme tout le monde, et ils ont utilisé, et tout le monde, tous les Rwandais, que ce soit en ville, que ce soit à la campagne, les paysans à la campagne, tout le monde a immédiatement utilisé cette peur pour bloquer, pour créer absolument, pour écouter, pour suivre toutes les consignes qui étaient données pour bloquer la porte au coronavirus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis réconfortée et j'aimerais que ce soit partout le même résultat, que ce soit le même répit contre ce méchant virus. Au Rwanda, il n'y a pas eu pratiquement de cas, et surtout pas de décès de coronavirus. Il y a eu un seul cas. Donc, pourquoi? Parce qu'on avait cette expérience de la peur que nous avons aussi utilisée dans la même situation de danger grave et imminent. Donc, la peur n'est pas que mauvaise. On peut l'utiliser et la tourner à notre avantage. What I'd like to add a little bit more about this whole idea of fear is that fear is not always something bad, but that it really is something that we can learn to turn to our own advantage and to use to our own advantage. And you can see this when what we suffered in Rwanda, it gave us the ability to be able to respond very quickly and very rapidly to detect what was happening and to have an immediate response so that we would know what we were doing and we would know what was happening and we would know how we needed to react. Long before perhaps the rest of the world became cognizant of what was going on, we knew what was going on. And so this whole idea in making the link with the COVID-19, in Rwanda, there have been virtually, I think there was only one case of coronavirus in Rwanda. Why was that? Because the people saw this danger. They reacted with the force that they learned from having fear and being able to detect what was threatening to them. And so because of this, they were able to react much more quickly. And that's the reason why, in our case, we have a very low mortality, very low number of cases. And I think that this is an important lesson that can be learned, that fear can be turned to our advantage. And in this case, to defeat this virus, something so small as this virus, a thing that's so small is something that is part of what our learning experience was as a result of having lived through the genocide. Thank you for that elaboration, which is really important to hear. And
I'm conscious of time, and I want to include our listeners in this as well. And I thought I'd share a question from one, Peter Mylander, who asks this. In writing these stories about such intensely personal experience, whom do you think of as your audience? Yourself, your fellow Rwandans, a broader Francophone audience? Those of us who may read your work in translation, all of the above, some of the above, or do you conceive of audience in entirely different terms? And our questioner thanks you, by the way, for this conversation. Alors, c'est une question d'un auditeur et il voudrait savoir qu'est-ce que vous pensez quand vous écrivez sur quand vous écrivez sur des choses tellement personnelles. Est-ce que vous avez un public dans votre esprit, dans votre tête? Quel est votre public? Est-ce que c'est vous-même? Est-ce que c'est les autres Rwandais? Est-ce que ce sont des autres francophones? Est-ce que ce sont des étrangers qui vont lire vos œuvres en traduction? Ou est-ce que c'est un public complètement différent? Quand j'écris, d'abord, il y a deux temps. Il y a deux raisons de mon écriture. Les deux premiers livres, je les écrivais en priorité. L'Inyenzi ou les cafards, j'ai dit que c'était un tombeau de papier. La femme au pieds nus, j'ai dit que c'est le linceul que je n'ai pas pu recouvrir le corps de ma mère, comme elle me l'avait demandé. Mais, dans cette démarche, je suis aussi la gardienne d'une mémoire, et d'une mémoire très lourde. Et que je sais que cette mémoire, je ne peux pas la porter toute seule. Quand j'écris, et c'est pour cela, j'ai écrit en deux parties. D'abord, j'ai écrit sans penser que j'allais publier. Et c'est là où je peux dire que j'écrivait pour un tombeau de papier, pour avoir un lieu où mettre mes gens, où mettre mes morts. Parce que le drame du génocide, c'est que vous avez des morts sans corps et donc sans sépulture. J'écrivais partout, j'écrivais dans un cahier de courrier, mais j'écrivais pour sauver la mémoire et créer un lieu. Après, quand j'ai pensé publier, j'ai pensé qu'il faut recruter d'autres gardiens de la mémoire qui vont m'aider à porter ce îlot de mémoire. Alors, j'ai pensé à mes lecteurs. Et à mes lecteurs, surtout, des lecteurs, de jeunes lecteurs. Parce que c'est comme Elie Wiesel le dit, hein, je ne suis pas... C'est une démarche de survivant qui doit déposer. Elie Wiesel dit que dans son livre La nuit, que c'est pour déposer. Il dit, je peux trouver sa citation. Elie Wiesel dit, si le témoin s'est fait violence et a choisi de témoigner, c'est pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est pour les enfants qui naîtront demain. Il ne veut pas que son passé devienne l'avenir. Donc, quand j'écris, je pense à ces jeunes qui vont mourir et c'est pour cela que je m'emploie à mettre de l'humour pour qu'il y ait un peu de répit, pour que le lecteur ait un peu le plaisir de lire, pour qu'il ne soit pas accaparé où je parle de la tradition rwandaise,
où je parle de la fabrication de la bière, où je parle donner des recettes de cuisine, où je parle de la vie des femmes. Donc, pour que le lecteur, même s'il lit une histoire très lourde, mais qu'en même temps aussi, il ait le plaisir innocent de lire, de la lecture. I think that when I write, I really had two reasons for writing. And the first book, the first story is really a story that's more in homage to my father and that generation of the beginning of the internal exile. The second story is really written for my mother, and partly it's because I never buried my mother. I didn't know where her remains were. There was never a grave that I could go to. And in this way, by remembering her in this story, this was my way of memorializing her without any kind of a physical grave or a physical memorial. And I think that part of what I realized is that what I was doing is I felt myself to be a guardian of memory, and that it was very important for me to be this guardian, this keeper of memory. But it's a very heavy task to be able to do that. And I realized that I really couldn't bear that task, that burden alone. And so what I needed to do was to recruit other people who could be additional guardians of memory. And these were, for me, the people who would be reading my stories, because they in turn would be able to be guardians of the memory that I'm transmitting to them through my work. And I think that I really, at first, when I started writing, I didn't do this with the idea of being published, not at all. The first writings that I did, I think I wrote them because I wanted to put them on paper so that they existed in a place, that they were in a place when everything else had been erased, everything else had been annihilated. This was, by writing it down and having it on paper, it was there, it was in a place, and it was there to be remembered, and the memory of it was saved. And so for me, that was really my first motivation. But then thinking about, well, if I'm going to have this work published, then what kind of reader am I looking to? And I was thinking, for me, what was very important were young readers. And in this respect, I thought of Elie Wiesel and how he wrote in The Night about how important it was for those who continued to live to bear witness for what happened to the people who didn't survive, but as a way of telling the young, even though there were young people who also didn't survive, but to leave something to the young people so that they would know what happened and what the story was in the past. And I think that this was another factor for me. But I also wanted the reader to have some pleasure in the act of reading my work as well. And so, sometimes I write about things like, how do you make beer, and what was cooking like, and what was the everyday life of women like? And in this way, by telling those stories, I'm able to give people, it's my memory of what happened, but to also give people a pleasure in just being able to read about it and to see what these people were like. I think that's one of this collection's great achievements, and really Scholastique's work as a whole. It has this great achievement of providing that pleasure and giving such a broad view of Rwandan life as she remembered it, as it was, and to celebrate what is so deeply celebratable, to rejoice in the force and the richness of the people that she grew up with, and their various expressions of strength and unity. All that is there alongside what is harrowing, what is anguishing, and almost, it's a miracle that words are there for it, and yet Scholastique has found words for it. This also brings us into the final story, Grief, which is just a profoundly moving story about the aftermath of unspeakable loss. Je pense que cette idée de mettre toutes ces choses ensemble, c'est une caractéristique de ce livre, mais de tous vos livres.
parce que vous avez fait dans ces histoires, dans ces romans, tout un point de vue d'un pays, d'un peuple, de leur force, de leur joie, de leur émotion, des choses dans cette culture qui méritent d'être fêtées, célébrées, et en même temps les choses qui sont vraiment presque impensables, des choses pour lesquelles il n'y a pas de mots, mais vous avez trouvé des mots et vous les avez écrits, et comme ça, on peut les lire. Merci beaucoup. Merci. That story ends with an unforgettable scene of return into a kind of inferno, and then a movement beyond it toward what the narrator calls an energy that nothing can ever defeat. And it's an extraordinary achievement, the final story. One of our audience wonders how you knew what the book's ending should be, when it should end. And I'm wondering too, did you always know that story would be the sort of anchor of the book? And was it clear to you that it would end it? Pour parler du cinquième histoire, qui est vraiment cette histoire de greffe, de douleur et de cette femme qui retourne à cet inferno et ce qu'elle a vécu et ce qu'elle voit. Et quand vous avez écrit cette histoire, est-ce que c'était toujours votre idée d'avoir cette histoire comme de faire avec cette histoire l'ancrage de ces cinq histoires? Est-ce que ça c'était l'encre de votre livre? Comment avez-vous décidé de faire de ce livre, de cette histoire, dernière histoire? Dernière histoire, le deuil. Le deuil. C'est le deuil. Le deuil, il fallait... je ne pouvais pas ne pas écrire sur le deuil. C'était la narratrice, l'héroïne plutôt, parce que c'est quelque part, c'est moi aussi. Même si c'est romancé, c'est moi. Cette expérience d'assister aux enterrements pour provoquer la chance de pleurer. Parce que pleurer, vous savez, longtemps, pour moi, ça a été comme un luxe que je ne pouvais pas me payer. Parce que pleurer, c'est se soulager. Et quand vous n'avez pas pleuré, vous êtes envahi par toute... Vous êtes une masse de douleur. Ce n'est pas simple, ce n'est pas facile d'être survivante. Et surtout à l'étranger. Vous êtes seul. Les femmes au Rwanda, les veuves, les malheureuses veuves qui étaient dans une douleur extrême parce que la plupart avaient été violées. Et elles ont pu pleurer ensemble. Des déplorations communes. Moi, je n'avais pas cette opportunité. Et le deuil, c'était un mot qui existait en temps normal. Mais dans le cadre du génocide, le deuil, il ne faut pas faire le deuil. Parce que le deuil, à force de chercher à faire le deuil, dans cette expérience, qui est quand même en grande partie mon expérience, on se rend compte que le deuil serait l'oubli et que c'est ce qu'il ne faut jamais faire. Et c'est ce que le gardien de l'Église va dire à l'héroïne. Il ne faut pas chercher. Tes morts, ils ne sont pas ni dans les latrines,
ils sont dans toi. Donc, le deuil, ce n'est pas, c'est vivre avec les miens. Ils sont avec moi. Ce sont eux qui m'ont donné la force d'écrire. Mais avant, bien sûr, on est dans la culpabilité des survivants. On est dans l'impuissance. Et on n'a pas de lieu. Et ce lieu, vous le créez par l'écriture, par la littérature, mais vous vivez avec vos morts, vous les faites revivre. Je vais encore citer Martha Cooley qui dit dans son livre « Au nom des miens », il dit, je ne sais pas, je l'ai ici d'ailleurs, Martha Cooley, il est là, Martha Cooley, il dit « Au nom des miens », et dans son livre, il dit « Puisqu'on a pris la vie, j'ai décidé de vivre pour les miens, pour que les miens revivent par moi. » Et c'est ça. Et c'est ça. C'est pour cela que le deuil, c'est le deuil à ne pas faire. Ce sont mes forces. Mes morts, ce sont mes forces. Impressionnant. It's very powerful. I realized that, excuse me, when I first, the story on grief, the whole idea of grief is key, because in this situation, for the most part, people have grief. Why do they grieve? They grieve so that at some point they can begin to forget. But in this circumstance, we didn't really have the opportunity to be able to grieve. And so first, I couldn't really write about it. I couldn't really write about what had happened. And the narrator here, the heroine, who it is partly autobiographical to me, this idea that she would go to funerals so that she would be able to have the opportunity to cry, and she would be able to grieve for something. It's a luxury to be able to do that, to be able to cry and to have that grief. Because what does crying do? Crying gives you the ability to, at some point, find consolation within yourself. And this is something that, when you have a mass genocide the way we experience, it's not an opportunity that we're given. We don't have that opportunity, that luxury of grief, the way somebody might have. So it's not easy to be a survivor of an event like this. And it's particularly difficult when you're abroad, when you're not living in your own country. Because for the women in Rwanda, the widows, many of them had experienced not only the loss of their families, many of them had also been raped, but yet they had the communal grief that they were able to get together and have the ability to cry together in a communal way. That was a way that helped them to deal with what had happened. I didn't have that opportunity because I wasn't there. I wasn't among my people, among my family. And so I didn't have that opportunity for grief. But grief exists, and it's very important, because if you have grief, part of the idea is by grieving, it helps you to forget. But in some cases, you don't want to have that grief because you don't want to forget. You want to be able to remember. You don't look for ways to put those people in the past, but to bring them in and have them live within you. I feel that I have my family, the people in my family who are no longer with me are here with me, within me, and they're really the ones who have given me the strength to be able to write. And so, if in the case of people who are survivors and who have no place to memorialize their family, what do they need to do? They need to create it. And by writing about it, it's a way of creating that place where then we can go and we can remember who these people were.
And I think that in quoting Martin Gray, that in his case, he said that he had chosen to live. And when I live, I also know that by having them live, they're also living within me. And this idea is something that was very strong for me, and it's really almost the contrary idea of what grief normally is, which is forgetting. We don't want grief if it means forgetting. I think that's an extraordinary kind of summary of Scholastique Mukasonga's approach to writing as a whole and to her own work as a whole, as a means of carrying forward not just memory, but the creative act as a means of re-celebrating what was lost and re-celebrating people who knew how to celebrate themselves. So there's a kind of full circle quality to this collection and to Scholastique's answer to this question that we've posed her, a kind of coherence, a moral and emotional coherence earned in ways that would break a great many of us. And I think that's probably a wonderful note on which to end. I'm mindful of the fact that it is now 1 o'clock in the morning in Normandy, and our author has been awake a long time, and we should probably let her go to sleep now. And the rest of us will move on to our evenings with great gratitude to Scholastique for what she's given us. Pour finir, c'est juste cette réponse que vous venez de donner. C'est vraiment un sommaire de toutes vos œuvres. Cette idée que cet acte créateur, acte créatif d'écrire comme une manière de célébrer et de mémoriser les gens qui ne sont plus ici. C'est quelque chose qui est un motif dans toutes vos œuvres, mais c'est vraiment une manière d'avoir ce lien entre tous les livres. Et ça donne une cohérence morale et en même temps émotionnelle, et qui est vraiment très, très important. Et nous sommes très reconnaissants du fait qu'il est 1 heure en Normandie et que vous êtes très fatigués à ce moment. Mais nous voudrions vous remercier pour avoir donné ces réponses à toutes ces questions. Je vous remercie moi aussi infiniment. Vous m'avez fait revivre cette belle ville que j'aime beaucoup. Vous êtes à Boston ou à New York? À New York. À Brooklyn, vous êtes à Brooklyn. C'est merveilleux. Oh, qu'est-ce que j'aime beaucoup. J'ai la nostalgie, j'ai le saudade, c'est comme ça que les Brésiliens disent. Mais j'espère qu'il y aura des beaux jours, il n'y a pas de raison. Et merci beaucoup de m'avoir apporté cette fraîcheur. C'est la fraîcheur. Bon. Ça pourrait être mieux, mais je vous remercie infiniment. On a passé un moment très, très, très agréable. Et merci Martha, merci tout le monde. J'espère que j'aurai l'occasion de vous voir en vrai et pas de manière virtuelle là. Voilà. I have great nostalgia for Boston, for New York. It's great that you're in Brooklyn, and I hope that you're, having beautiful, weather and sunny days. But I hope one day that we'll be able to actually meet each other in person and not have to do this virtually. But I really thank you for giving me this opportunity, because it was really just a wonderful experience. Thank you. Thank you to you all. Merci beaucoup. Thank you for much. And please be well. I can't speak. I can't speak. Goodbye. Thank you very much. I am happy. Is finished. And with that, good night, all of you. I love you. Good night, everyone. Thank you so much, everyone. Good night. Thank you. Thank you. Goodbye.
Ciao. Ciao, ciao.